Voilà, nous sommes prêts donc et au complet. Donc à nouveau, bienvenue à cette dernière table ronde de la journée consacrée aux interactions entre deux causes qui me sont chères, le climat et les droits humains. Mon nom est François Croquette, je suis le directeur pour la transition écologique et le climat ici à la ville de Paris. C'est une nouvelle direction dont la maire de Paris a décidé la création il y a 2 ans. Je suis aussi un diplomate de carrière. Je viens du ministère des Affaires étrangères où j'ai travaillé à la préparation de la COP21 et où j'ai été aussi pendant 4 ans l'ambassadeur pour les droits de l'homme. Autant vous dire que je crois à la convergence des luttes pour le climat et pour les droits humains. Pour autant, le cadre du droit international des droits de l'homme ne laisse pas beaucoup de place à l'environnement et au climat. Ni la Déclaration universelle de 1948, ni la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ne mentionnent les droits environnementaux. À l'époque, la préoccupation pour le climat n'était pas suffisante pour les faire intégrer ces textes. Alors ce sont les combats qui ont été menés par des activistes environnementaux qui leur ont permis de faire progresser, grâce à la jurisprudence, le principe de la protection de l'environnement en tant que bien commun. Et il faut rappeler ici que ces activistes ont payé cher, très cher, ces premières victoires. Selon les rapports de Global Witness, le nombre d'assassinats de militants pour la défense de la terre et de l'environnement n'a jamais été aussi élevé dans le monde. 227 d'entre eux ont été tués en 2020, notamment en Amérique latine et en Asie. Ce sont à elles, car ce sont surtout des femmes, à l'image de Berta Cáceres, et à eux que nous devons de connaître l'ampleur du désastre écologique qui détruit les poumons de la planète en Amazonie ou en Afrique équatoriale et qui pille les ressources minières. Ce sont ces informations, les travaux du GIEC, qui ont permis des avancées récentes en droit international depuis notamment la Convention d'Aarhus sur l'accès à la justice en matière d'environnement, ou la décision toute récente, cet été, du Conseil des droits de l'homme et de l'Assemblée générale des Nations unies de reconnaître le droit à un environnement sain. Cette résolution, ça pourrait être le premier pas peut-être vers un pacte mondial de l'environnement auquel nous sommes nombreux à avoir aspiré, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour y parvenir. Je pense notamment à la prise en compte des réfugiés climatiques, 250 millions selon une estimation très basse sans doute du HCR à l'horizon 2050. La reconnaissance également du crime d'écocide pour lequel des juristes comme Philip Sands se sont mobilisés. Alors pour parler de ces nouvelles frontières du droit international, nous avons réuni un panel d'experts et d'activistes que je vais vous présenter très rapidement. Nous aurons d'abord une intervention de Paul Sein-Toi, qui représente la communauté Karen du Myanmar. Il a cofondé et il dirige le réseau Karen d'action sociale et environnementale. Et il préside également le Salween Peace Park, qui est une zone protégée pour préserver l'une des dernières rivières sans barrage en Asie, sur une superficie de plus de 5400 km² avec une biodiversité particulièrement riche. Il a reçu en 2020 le prix environnemental Goldman pour l'Asie et il nous rejoindra par Zoom, je le vois à l'écran. Nous aurons également ensuite une intervention de David Boyd, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Colombie-Britannique au Canada. Il a été directeur d'Éco-Justice, il a contribué à la stratégie visant à faire de Vancouver l'une des villes les plus vertes au monde. Il a conseillé de nombreux gouvernements, est intervenu dans de nombreux procès. Il est aujourd'hui le rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains et l'environnement et nous entendrons son message par vidéo. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Jomari Ortegon, avocate colombienne, défenseur des droits humains. Depuis 20 ans, elle a défendu de nombreuses victimes de violations des droits humains, membres des communautés indigènes, paysans, au sein de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, qui est une organisation membre de la FIDH. Nous accueillons également Yvonne Yanez, militante féministe, écologiste, fondatrice de l'association équatorienne Acción Ecológica, qui défend depuis 35 ans les populations victimes de l'industrie minière.
Elle travaille auprès des communautés pour faire émerger des initiatives de transition en réponse aux fausses solutions et au greenwashing de l'industrie. Et puis, à ma droite, nous accueillons Alexis de Soif, avocat, militant des droits humains, avocat spécialisé notamment dans les questions d'immigration et de réfugiés. Il est actuellement vice-président de la FIDH. Bienvenue à tous. Je crois que nous allons donc pouvoir commencer le temps pour nos interprètes de passer au canal en anglais et également pour ceux d'entre vous qui le souhaitent de recourir à la traduction. We will now switch to Paul to open the panel and begin with maybe some context for the content of the discussion. You are an indigenous Karen leader from Myanmar. As I said, you've co-founded the Karen Environmental and Social Action Network, and you're the chair of the Salween Peace Park, for which you've received the Goldman Environmental Prize. I'd like you, Paul, if you could, to tell us a bit more about the context of climate vulnerabilities in the communities you work with, particularly in the context of the conflict that has erupted in the recent months in Myanmar. Over to you, if you can hear us. The floor is yours. Can you hear us? We can see you, but we can't hear you. Hello? Yes, we can hear Hello, you. sorry, I'm having a connection issue here. Can you hear us? Hello? We can hear you. Okay, hear me well? Yes. Hello? Go ahead, you can speak. Okay. And tell us about the context in which you work. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. It's a great honor to me. Yeah, as you mentioned, I've worked in Burma, Myanmar. We faced with a kind of conflict right now, especially the 2021 coup has brought many hardship. Thousands of communities have been displaced. The conflict has become much more active again. And since March 2021, the Burmese military has been regularly attacking civilian targets across the country through targeted airstrikes, indiscriminate mortar fire into villages, and the terrorizing of communities across the country. Threats to environmental and human rights defenders have also grown significantly, with over 15,000 citizens arrested since the coup, and the almost total annihilation of civic space in Bhutan control areas. As it stands now, in my opinion, Burma is a failed state. There is no de jure government, only a collection of de facto governing bodies. Alongside this, the impacts of climate change are becoming increasingly clear, with more natural disasters and a big increase in plant disease and pests. Despite the lack of a functioning central government, the people in our operating areas maintain access to key needs and institutions. Part of this is from the local ethnic government, the Karen National Union, and part of this is through the Salween Peace Park, a community-governed body founded to promote peace through environmental and cultural conservation. These bodies are helping to coordinate aid and key information to communities, help displaced families find shelter, and document the ongoing
impacts of conflict. Long-running local community initiatives have also proved invaluable with community rice banks, community forests, and fish conservation zones, helping families survive while they are not able to cultivate their fields. Their indigenous knowledge has helped them to protect and live in harmony with the local landscape. And in these times of trouble, nature is giving back. While many aspects of our experiences are specific to the ongoing conflict in Burma, there is a key lesson that can be taken. Affording communities the right to govern their own territories allows them to build the structures and institutions that will provide them with resilience in the face of upheavals. Right now, it is critical that the international community provide technical, financial, and political support to this community in Burma as directly as possible, either through CSOs, local NGOs, or local legitimate governing bodies like the Korean National Union. This will enable them the stability that they need to protect their clean, healthy, and sustainable environment that they have stewarded for generations. Thank you very much. Thank you very much, Paul, and we value this message from a country that has been torn by civil war since the military coup and the very tough measures by the military against the civilian population. So we are with you in this fight, and thank you very much for joining us online. Take good care. Thank you. We will now switch to a message that has been recorded by David Boyd. As I said, David was at the heart of the recent recognition to a right to a healthy environment by the Human Rights Council and the UN General Assembly last summer. This was a major victory for communities affected by the impacts of climate change. But the question remains, how will this recognition of the right to a healthy environment be helpful in addressing the impacts of climate change? And are there any new possibilities for redress for affected communities at the UN level? Those are the questions that we've asked David Boyd to answer in this short video that you will now be able to watch. Hello, I'm Dr. David Boyd, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. Thank you for the opportunity to contribute to this important event hosted by the Ligue des Droits de l'Homme and the International Federation for Human Rights. In the past year, the United Nations has adopted two historic resolutions, one at the Human Rights Council, the other at the General Assembly, recognizing for the first time the human right to live in a clean, healthy, and sustainable environment. Although these UN resolutions are new, this is not a new human right. It has been recognized at the regional and national levels for more than 4 decades, dating back to constitutions in Portugal, Slovenia, and Peru from the 1970s, and the African Charter on Human and People's Rights in 1981. Decades of experience with the right have clarified that it has both substantive and procedural elements. On the substantive side, it includes clean air, safe and sufficient water, healthy and sustainably produced food, non-toxic environments, healthy ecosystems and biodiversity, and a safe, livable climate. On the procedural side, it includes access to environmental information, public participation in decision-making, and of course, access to justice with effective remedies. And the interpretation and application of the right to a clean, healthy, and sustainable environment is guided by basic principles of human rights law, such as non-discrimination, non-regression, and prevention. Organizers of this event asked me to answer 2 questions. How will these UN resolutions on the right to a clean, healthy, and sustainable environment be useful in the fight against climate change? And do the resolutions create new remedies at the UN level? Well, let me be perfectly clear. These resolutions are a form of soft law. They're not legally binding. So their main utility will be as a tool for civil society and a catalyst
for more ambitious state action. Let me illustrate with an analogy. The most recent UN resolutions of this nature recognized the rights to water and sanitation in 2010. Those resolutions led states to amend their constitutions, strengthen legislation, and most importantly, make on-the-ground progress in fulfilling people's rights. For example, Costa Rica, Fiji, Mexico, Slovenia, and Tunisia all amended their constitutions to recognize the right to water. Countries from Colombia to France strengthened their laws. Mexico implemented a program that over the past decade has delivered safe drinking water to more than 1,000 rural communities. Slovenia has extended safe drinking water to dozens of Roma people living in informal settlements. And in my country, Canada, a country which opposed recognition of the right to water by the UN, those resolutions resulted in Canada reversing its position and in recent years working with more than 120 Indigenous communities to build safe drinking water and sanitation infrastructure. Now let's come back to the climate crisis. Every nation in the world is a party to the 1992 UN Convention on Climate Change, in which they pledged to avoid dangerous anthropogenic interference with the Earth's climate system. Yet emissions have risen approximately 60% since 1992. And in part, this is because neither the UN Framework Convention nor the Paris Agreement contains any effective enforcement mechanisms to hold states accountable to their commitments. So despite the climate emergency, few states or businesses are acting with sufficient urgency. And that's where human rights have a key role to play. There is no doubt that the climate crisis is also a human rights crisis. All states have human rights obligations related to protecting people from the adverse effects of climate change. And so we've witnessed explosive growth in rights-based climate litigation, with successful precedents like the Urgenda case from the Netherlands and the Neubauer case from Germany. My genuine hope is that the recent UN resolutions on the right to a clean, healthy, and sustainable environment will be a catalyst for more ambitious climate action. We've already seen people use this right to hold governments accountable to their climate commitments. For example, in Colombia, the Supreme Court held that government's failure to stop deforestation in the Amazon rainforest violated the right to a healthy environment. In the Czech Republic, a court held that the government's modest climate mitigation measures violated the right to a healthy environment, and more ambitious action was required. At the United Nations level, the resolutions on the right to a clean, healthy, and sustainable environment should be used in communications to special rapporteurs, in cases brought before UN treaty bodies, as part of the Universal Periodic Review process, and as also part of the voluntary national reviews that measure progress towards the Sustainable Development Goals. Ladies and gentlemen, during the past year, we have made history with the recognition of the right to a clean, healthy, and sustainable environment. But now we must change those inspiring words into actions in order to make progress on the ground. Thank you to all of you for your work to promote human rights and to protect the planet that we all live on and love. Thank you very much. So thank you very much again to David Boyd for this message of hope. He has been a fierce advocate of this recognition. And as he said, the issue for us is now to try and turn this into action. And this is where we turn to our panel here in Paris. And I'll first turn to you, Jomari Ortegon. David Boyd mentioned Colombia as a good test case of what should be done and what can be done. As an activist and a human rights lawyer, what would you say about the perspective that this new recognition opens? And would you say that Latin America, where we have had a number of environmental crises, but also a number of cases brought to the courts, could be a model now that it has the only, to my knowledge, legally binding instrument on the environment, the Escazú Agreement? Would you
tell us from your point of view if you consider that the inter-American system could be a model to deal with the impacts of climate change? Hola. In Spanish for the translators. Thank you very much. Voy a hablar Merci beaucoup. en español. Bueno, por supuesto que el desarrollo del sistema de Naciones Unidas ha sido muy importante y ha influido en nuestra región en otros procesos, pero también creo que nuestra región ha aportado a la comprensión de los efectos de las afectaciones ambientales. Y en esta primera ronda quisiera hablar un poco de lo que ha sido el recorrido de reconocimiento del derecho al ambiente sano en nuestro sistema de protección, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así como lo mencionabas al comienzo frente al sistema de Naciones Unidas, nuestro principal instrumento en el sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, muy similar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tampoco tiene ninguna mención al derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, y esto es lo que quisiéramos compartir con ustedes, en la última década, pero con algunos antecedentes, se ha entrado a proteger vía jurisprudencial el derecho. Primero, a nivel normativo, en 1988 se aprobó el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana. Este es un instrumento específico para la protección de derechos económicos, sociales y culturales, que entró en vigor en 1999 y consagra en el artículo 11 el derecho a un medio ambiente sano, con limitaciones importantes de justiciabilidad. Es un instrumento que reconoce el derecho, pero limita la justiciabilidad. Es así como fue a nivel jurisprudencial donde se han dado los más importantes desarrollos. Primero, a nivel indirecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado cerca de 15 casos, sentencias sobre derechos de los pueblos indígenas, en los que se hace una protección del derecho al territorio en una lo que llama la Corte interpretación evolutiva de la Convención Americana. De manera particular utilizó el artículo 21, que se llama el derecho a la propiedad, y por esta vía lo amplió para proteger los derechos de los pueblos indígenas. En esta racionalización que hizo la Corte, entró de manera indirecta a proteger otros bienes comunes como el agua, los frutos, los bosques de pueblos indígenas y su capacidad o su derecho a definir su desarrollo y protección. Esa es como una línea. En esa habría una segunda línea relacionada con tu mención al Acuerdo de Escazú y a la situación de las personas defensoras del ambiente. En varios casos, la Corte Interamericana también se ha referido a la situación de las personas que defienden el ambiente, la naturaleza y la tierra, en casos de asesinato de defensores en América Latina, y ha señalado la importancia de las personas defensoras para la protección ambiental y cómo las agresiones en contra de quienes defienden el medio ambiente puede generar un efecto de amedrantamiento para la protección de los derechos ambientales. Igualmente, en un caso chileno, la Corte Interamericana protegió el derecho a la información respecto de información que habían solicitado las víctimas sobre un proyecto forestal que se iba a desarrollar en Chile. Entonces, hasta allí tenemos una jurisprudencia evolutiva que reconoce el derecho al medio ambiente sano en relación con otros derechos. Podríamos decir que es una protección indirecta. Luego viene uno de los momentos más importantes en el año 2017, y es que la Corte Interamericana emite una opinión consultiva en la que por primera vez se reconoce el derecho al medio ambiente sano con varias características. Uno, señalando que es un derecho fundamental. Segundo, que es un derecho de las presentes y las futuras generaciones. Tercero, y esto es muy importante, es un cambio, si se quiere, o los primeros elementos de un cambio de paradigma, y es que dice que no necesariamente tiene que afectar a la persona humana,
sino que hay otros seres dignos de protección, y cuando se protege al medio ambiente no solamente se está protegiendo a las personas, sino a otros seres. Esto fue en 2017 y pues marca un cambio importante en el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano, ya que por primera vez se hace de manera directa. Y en 2020, por acá estaba nuestra compañera del CELS, la organización CELS litigó un caso contra el Estado de Argentina en el que por primera vez se declara la responsabilidad de un Estado en nuestro continente por violación al derecho al medio ambiente sano en una interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, que no reconoce expresamente el derecho al medio ambiente sano, pero sí la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. En esta sentencia también se establece que el Estado argentino es responsable, en este caso, por violación de otros derechos asociados como el agua, la alimentación. Actualmente, también nuestra liga de la región APRODE está a la espera de sentencia. Bueno, tienen que presentar sus alegatos, tuvieron audiencia hace solo unas pocas semanas. En el caso de la mina La Oroya, justamente uno de los temas que se discute es los impactos ambientales. Y para cerrar como este ciclo, esta evolución de reconocimiento del derecho al ambiente, también el colectivo de abogados junto con Air Rights International, tenemos un caso actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esperamos el próximo año tener sentencia, que es el caso del pueblo indígena Uba, donde se discuten una serie de afectaciones al medio ambiente, al territorio y a otros derechos de los pueblos indígenas en relación con actividades de industrias extractivas. Un elemento importante, este año en marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez dictó una resolución donde trabaja el tema de emergencia climática, la relación entre emergencia climática y derechos humanos, y señala no solamente las obligaciones de los estados de adoptar medidas para enfrentar la emergencia climática, que llama la Comisión Interamericana, para nosotros crisis climática, sino que además señala que al adoptar esas medidas debe tener en cuenta el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y adoptar un enfoque interseccional. En suma, en conclusión, ha sido lento, ha sido difícil, pero podemos decir que aunque no existe todavía un marco jurídico ideal, sí existen elementos en nuestro sistema interamericano que, recogiendo los mismos desarrollos del sistema de Naciones Unidas, nos ofrecen hoy un escenario favorable para acciones de exigibilidad y justiciabilidad del derecho al medio ambiente sano. Muchas gracias. Thank you very much for shedding some light on what's happening in Colombia. I think we will now switch to Ecuador and to Yvonne Yanez. Yvonne, given the lessons that we've learned, and we were wondering whether we should explore new opportunities for the protection of affected communities, like in your country, by shifting maybe the paradigm from the protection of nature itself to addressing climate change. And I think that the experience you've had since more than 30 years fighting the mining industries and other big companies, economic actors, could maybe help us understand what tools we could use and if there are any maybe new solutions that we should turn to. We'd be very much interested in learning from your experience. Muchas gracias, François. Voy a hablar español. Hace pocos días salió en el periódico Le Monde un artículo sobre los derechos de la naturaleza y la autora del artículo, Claire Legros,
decía que estos están revolucionando el mundo. Y yo creo que ella tiene toda la razón. En concreto en el mundo occidental, ¿no? Porque el mundo de los pueblos indígenas o los mundos de los pueblos indígenas, campesinos, pastores, pescadores, aun cuando no le llamen así, la naturaleza para estos pueblos y comunidades ya es un sujeto con derechos. Entonces, cuando hablamos de revolucionar el mundo, realmente nos estamos refiriendo al mundo occidental, que es un mundo occidental influido desde la modernidad con esta idea de que tenemos que separar los universos. Y eso lo aprendemos desde la escuela, ¿no? Los seres humanos por aquí, los animales por acá, las plantas que están dentro de la categoría de inertes, las cosas, ¿no? Y en realidad para muchos pueblos, y en realidad no pueden estar separados. Citando al pueblo Uwa de Colombia que tú mencionaste, recuerdo en una ocasión Berito Covaría, que es un indígena Uwa muy conocido, muy querido, decía que a él no le gustaba esta idea de los derechos humanos, porque los derechos, literalmente, porque los derechos humanos deberían también incluir a las plantas, a los animales e inclusive las piedras y los espíritus. Entonces, para muchos pueblos indígenas, lo humano va más allá de las personas, incluidas las piedras y los espíritus. Entonces, tenemos que entender que los derechos de la naturaleza, que vienen desde inspiración de los pueblos indígenas y que ahora están en varias constituciones, bueno, en la Constitución del Ecuador, en muchas leyes y ordenanzas a nivel de varios países que reconocen al río Atrato como sujeto de derechos en Colombia, que reconocen a un bosque, a otros ríos en España, por ejemplo. Estos derechos de la naturaleza están efectivamente cambiando no solamente la visión del mundo, sino cambiando la relación que tenemos los seres humanos con las naturalezas. También quería, un poco ya entrando a al tema que nos compete, que es el cambio climático, ¿verdad? ¿Por qué se produce el cambio climático? Hace más de 50 años ya sabemos cuáles son las causas del cambio climático. Es la extracción y consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, principalmente, hay otras causas también. Pero esta visión moderna de dominar al mundo, de dominar al otro, de dominar a la naturaleza, de explotarla, de privatizarla, de apropiarse, de contaminarla como que fuese un basurero. Eso es en parte lo que también provoca el calentamiento global. ¿Por qué? Porque para mí el cambio climático no son solamente emisiones ni moléculas de CO2 que están en la atmósfera, sino que el cambio climático tiene que entenderse también como un problema local de extracción, de contaminación y de vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, de donde se extraen los hidrocarburos fósiles. Igualmente, las soluciones que se encuentran frente al cambio climático también vulneran derechos humanos y derechos de la naturaleza también, porque son soluciones falsas como tecnológicas, por ejemplo, la expansión masiva de aerogeneradores, o la expansión masiva de paneles solares, o la expansión masiva de autos eléctricos. Eso que ahora le llaman transición con el paraguas del cambio climático, también está vulnerando derechos humanos y de la naturaleza. Porque ¿de dónde se extrae el litio? ¿De dónde se extrae el cobre? Son principalmente territorios indígenas, bosques en países del sur, etcétera. Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, también no solo es minerales, también se extrae la madera de balsa, que es esta madera que se utiliza en el aeromodelismo, ¿no? Que es dura y liviana para construir las aspas de los aerogeneradores. En el Ecuador se acabó la balsa. Entonces,
también es un problema de que las falsas soluciones tecnológicas violan los derechos humanos y de la naturaleza. Y para concluir esta primera fase, también quería decir que las soluciones de mercado al cambio climático, como es la compra-venta de certificados de compensación de carbono, offsets en inglés, también están vulnerando los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque son mecanismos de mercado que lo que hacen es acaparar tierras en el sur, acaparar bosques que están principalmente en manos de pueblos indígenas, para transformar a los pueblos indígenas, que son los dueños, en cuidadores de una mercancía, que es el carbono. Convierte a la naturaleza, que es sujeta de derechos, en una suerte de condición de servidumbre, ¿no? De servidumbre por lo de servicios ambientales, que no es que la naturaleza es proveedora de servicios ambientales, le adjudican esa condición de ser proveedora de servicios ambientales. Y entonces estas falsas soluciones lo que hacen es vulnerar derechos a nivel local, pero también están permitiendo que haya una impunidad, porque no son más que derechos para contaminar. Los permisos o los certificados de compensación de carbono son permisos para seguir contaminando y seguir extrayendo petróleo y gas, y por supuesto perpetuando esta vulneración, violación de derechos humanos colectivos y también de la naturaleza. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup pour ces deux témoignages. Le temps maintenant de repartir vers la traduction à partir du français. Et je fais signe à nos interprètes. Nous allons avoir, après ces témoignages sur les situations régionales en Amérique latine, en Colombie, en Équateur, la perspective que je propose à Alexis de Swarff de poursuivre à travers notamment la stratégie que met en place la FIDH, dont vous êtes l'un des vice-présidents, pour adresser cette question du changement climatique à travers notamment une campagne assez innovante et percutante dont je crois nous allons voir quelques extraits, mais dont vous allez nous parler d'abord. Merci beaucoup François, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de faire part de la fierté de la FIDH envers de ses organisations membres, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, avec les actions innovantes que vous menez par rapport au droit à un environnement sain, et avec, comme le disait la présidente de la Commission droits de l'homme du Parlement européen hier pendant son discours inaugural à la cérémonie d'ouverture, c'est tous les risques que vous prenez, parce qu'on sait que vous prenez des risques en tant qu'avocat, en tant que défenseur ou défenseuse des droits humains, sur ces questions environnementales où les enjeux financiers pour les groupes transnationaux sont souvent immenses et où donc ils ne reculent devant rien pour intimider ou faire taire le messager ou celui qui dénonce. Et donc vous avez évidemment tout notre support, toute notre admiration, mais aussi tout notre soutien pour ça. Je tenais à le dire parce que c'est aussi ça, notre fédération, c'est de venir en appui, en soutien de ce que vous faites. Et effectivement, l'action de la FIDH par rapport à ces questions d'une actualité brûlante, j'ai envie de dire, d'abord c'est tout le travail qui est fait dans le cadre législatif. Parce que, et David Boyd l'a dit, on a toute une série de résolutions, ce que les anglo-saxons appellent le soft law en matière d'environnement, mais tout l'enjeu c'est d'arriver à des conventions, à des traités, à un cadre législatif contraignant. Parce que rester au niveau des bonnes intentions, on reste à la merci des multinationales, et donc l'enjeu et le travail qui est fait par les équipes de la FIDH, c'est essayer de peser sur ce processus législatif, notamment au niveau de l'Union européenne et au niveau des Nations Unies. Au niveau de l'Union européenne, il y a la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises qui contient cette obligation de prévenir, de mettre fin et de remédier. C'est toujours les mêmes trois objectifs, hein, prévenir, mettre fin aux atteintes à l'environnement et remédier et réparer quand il y a eu des atteintes à l'environnement, mais de manière contraignante. Et il faut des dispositions obligatoires
qui vise les entreprises multinationales, mais à toute la chaîne de production. Et on sait qu'en matière d'entreprises transnationales, on doit viser dans ce cadre normatif non seulement les entreprises européennes, mais aussi des entreprises extra-européennes qui opèrent au sein du territoire de l'Union européenne, ce qui n'est pas une chose facile. Et de prendre en compte dans ces législations le rôle de la société civile, comme vous l'avez justement développé tout à l'heure, ce rôle à renforcer, et la place des victimes. Par exemple, les peuples indigènes, effectivement, qui sont souvent les premières visées, les victimes des actions de ces entreprises transnationales. Et une des demandes et des revendications de la FIDH, c'est effectivement de prévoir des mécanismes et de garantir l'accès à la justice, facilité pour les victimes des atteintes à l'environnement dans leur lieu de vie, et peut-être de prévoir, et surtout de prévoir des mécanismes, et on voit ça dans d'autres domaines du droit, où on renverse la charge de la preuve. Et où finalement, ce n'est plus à la victime de prouver, d'apporter la preuve que ses droits ont été atteints par l'action de la multinationale, mais où finalement, à partir du moment où il y a une plainte, ce sera à la multinationale de prouver qu'elle n'a pas porté atteinte au droit à un environnement sain de la victime qui a déposé cette plainte. C'est vraiment ce mécanisme de renforcement, et là on doit être vraiment proactif comme défenseur des droits humains, de pousser ces renversements de charge de la preuve. Et aux Nations Unies également, il y a le traité qui est la suite de cette résolution qui date déjà de 2014, hein, et David Boyd a parlé des résolutions, la 26.9, qui vise les multinationales et les droits humains, avec un instrument international contraignant. Chaque fois, on insiste sur le côté contraignant. On est déjà à la 8e session de travail, alors c'est classique, on sait que c'est difficile, mais il y a vraiment une volonté de différents États d'avancer. La FIDH et l'équipe, et il faut saluer le travail que l'équipe Business and Human Rights de la FIDH fait à ce niveau-là pour peser sur les débats et intégrer dans tout ça le rôle et la place des victimes et de ce qui doit finalement être compris dans ces instruments internationaux. Et cette demande de la FIDH m'est formulée avec toute une plateforme d'ONG où finalement ce cadre législatif européen et des Nations Unies doivent s'articuler et travailler ensemble. Et alors, au niveau de l'agenda, il y a des perspectives, il y a la COP27. Voilà, vous avez été fort impliqué sur la COP21. La COP27 en Égypte, c'est l'occasion ou jamais de vraiment montrer le lien entre les droits humains et l'environnement, le droit à un environnement sain. Les droits humains doivent être au centre de l'action climatique, avec cette responsabilité, et ça c'est vraiment un point sur lequel la FIDH insiste, cette responsabilité partagée entre les États et les entreprises transnationales pour prévenir, mettre fin et réparer les atteintes à l'environnement et garantir la place des victimes et l'accès à la justice. Ce processus législatif, il est lent avant d'arriver à un processus contraignant et il est donc insuffisant. Et c'est évidemment une bonne transition pour dire que fait-on en attendant? Et là, j'ai envie de développer deux axes sur lesquels la FIDH est impliquée. D'abord, c'est la société civile, les citoyens. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Et puis un deuxième axe qui est le rôle des juges avec le programme de la FIDH, See You in Court. Alors, sur les nouvelles formes d'action, je vais prendre un exemple qui s'est déroulé en Belgique et une action à laquelle la FIDH a été associée comme observateurs légaux, Legal Observer, c'est l'opération Code Rouge. Je pense même qu'on a des images de l'action qui vont défiler pendant mes explications sur l'écran si la technique le permet. Et vous pouvez diminuer le son de la vidéo, mais c'était une action citoyenne préparée de longue date, en secret, impliquant 1200 citoyens belges qui ont bloqué un site de production de Total Energy en Belgique pendant tout un week-end, un samedi, un dimanche. Le coût que ça a représenté, le manque à gagner pour Total est estimé à 12 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas pu approvisionner les stations essence pendant tout le week-end. Toutes les entrées et les sorties du site étaient bloquées par les activistes que vous voyez là à l'écran se mettre en place à 6 h du matin sur le site à Feluy. C'est Total qui a été choisi. Pourquoi? Parce que Total
représente finalement, cette multinationale, l'injustice sociale et l'injustice climatique auquel elle contribue, avec une exploitation aussi néocoloniale, on l'a évoqué hier aussi dans un des discours, ce qui se passe en Ouganda où Total veut construire un pipeline chauffé en ne tenant pas compte des populations locales et où vraiment, voilà, vous voyez le drapeau de Total qui est remplacé par le drapeau des activistes, mais où finalement Total représente tous les maux MAUX de cette atteinte à l'environnement sain. Et le but d'une telle action, c'est vraiment de passer de la protestation, les manifestations, la protestation à une vitesse supérieure, la désobéissance civile. On enfreint la loi et donc on décide de désobéir à la loi. On fait une action qui est illégale, on va bloquer un site, on prend le risque de se faire arrêter. Et donc il y a des formations aux citoyens qui ont été mises en place pour expliquer comment on fait une action de désobéissance civile. Et nous étions là, vous voyez les photos, comme observateurs pour voir aussi le rôle de la police et que la réponse policière ne soit pas une réponse de brutalité, mais une réponse proportionnée au risque que représente cette action citoyenne. Et donc il faut que la réponse, comme toujours, quand la force est utilisée, que la réponse soit proportionnelle, même quand on enfreint la loi. Et évidemment, le surnombre des citoyens, 1200 citoyens, face à la police, a fait en sorte que la police n'a pas répliqué. Peut-être que aussi la mission conjointe des observateurs légaux de la FIDH et Amnesty International était présent aussi comme observateurs légaux et la Ligue des droits humains belge et l'équipe qu'on a formée, visible, où on a informé les autorités en disant la FIDH, la LDH et Amnesty International sont là pour observer que tout se passe bien et que la réponse de l'autorité soit proportionnelle et respecte le cadre légal, eh bien, a eu aussi son effet. Tout ça, ça ne s'improvise pas, mais c'est peut-être des nouveaux modes d'action qui vont se multiplier en Europe, ailleurs, où finalement, et vous l'évoquiez François, c'est cette convergence des luttes. Parce que sur le site de Total, et je termine l'exemple par là, on a été rejoint à un moment donné par les Gilets jaunes. Il n'y a pas que des Gilets jaunes en France, il y en a eu en Belgique aussi. Et des discussions intéressantes, un peu houleuses au début. Les Gilets jaunes qui étaient là pour leurs revendications sociales, qui trouvaient que les revendications des militants climatiques étaient assez loin de leurs préoccupations. Et après avoir débattu et trouvé des moments de discussion, c'est cette prise de conscience de la convergence des luttes, la lutte sociale et la lutte climatique. Et donc, nouveau mode d'action important, et peut-être que la FIDH va continuer à travailler là-dessus, ou devrait continuer à travailler là-dessus, et apporter finalement son expertise, peut-être en tant qu'observateurs légaux. Alors, le troisième volet de mon exposé, c'est le See You in Court. C'est cette campagne mondiale qui a été lancée par la FIDH il y a plus d'1 an maintenant, et qui vise les entreprises, les multinationales, à rendre des comptes en justice sur leurs actions polluantes, pour mettre en exergue et dénoncer et faire juger leur contribution au changement climatique. Je parlais de Total tout à l'heure, on sait que Total était informé dès 1970, enfin 1970, donc depuis plus de 50 ans, et a tout fait pour cacher ses connaissances sur son action sur les énergies fossiles, sur le changement climatique, pour continuer à pouvoir faire ses profits, dont on sait que Total, par exemple, l'an dernier, 14 milliards d'euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, le plus gros bénéfice jamais réalisé par une entreprise commerciale, par une entreprise humaine, donc il faut quand même le dire, au détriment du climat. Et donc cette campagne See You in Court, campagne mondiale, avec l'appui et les ressources de la FIDH, en appui justement des organisations membres et des initiatives locales devant des juges locaux pour les communautés qui sont affectées par les actions des entreprises. Et on a eu des exemples qui ont été partagés là à l'instant, des actions pilotes en Équateur contre Petro Oriental, au Chili et en France avec l'action contre Suez, en Colombie on en a parlé aussi, la Verdad del Carbón. Ces actions pilotes qui doivent permettre à cette campagne mondiale de essaimer dans le reste du monde, les autres continents, et on voit des actions en Asie, mais aussi en Europe qui naissent, mais il faut quand même saluer le rôle avant-gardiste de nos amis en Amérique du Sud qui sont plus avancés que nous dans ces actions en justice
dans cette campagne. Et le message, il est quadruple. D'abord, c'est la fin de l'impunité. Et on sait, et on a eu des sessions sur la justice internationale, sur la Cour pénale internationale, etc. C'est toujours la même chose quand on parle de violation des droits fondamentaux, c'est mettre fin à l'impunité, et s'il faut mettre fin à l'impunité des multinationales dans les atteintes finalement à notre environnement. Deuxièmement, c'est le rôle, et vous l'avez souligné mieux que ce que je peux le faire, et donc c'est ce rôle unique des communautés locales dans ces combats qui les concernent avant tout, vu que c'est leur environnement qui est atteint, et donc ce rôle unique des communautés locales. Troisièmement, c'est le fait que, et on en est tous convaincus, on parle entre convaincus, mais c'est que la protection de la planète et la lutte contre le réchauffement climatique sont des enjeux de droits humains, et sont prioritaires, parce que pour que les droits humains au sens large soient respectés, il faut une planète viable, sinon à quoi ça sert tout ce qu'on fait? Et donc, c'est intimement lié. Et quatrièmement, et c'est là aussi le rôle et le but de cette campagne See You in Court, c'est la responsabilité des entreprises, et j'ai donné des exemples, je ne vais pas revenir sur ces exemples. Et donc, face à l'urgence climatique, cette campagne See You in Court montre que des victoires ont déjà été obtenues. Il y a des victoires en justice, il y a l'affaire du siècle, il y a le Klimaatzaak, il y a Shell aux Pays-Bas. Et je terminerai, pour ne pas abuser de mon temps de parole, je terminerai quand même par une action en Belgique, comme dirait Olivier Descuter, non par patriotisme, mais parce que c'est forcément la situation qu'on connaît le mieux. Mais en Belgique, il y a l'affaire Climat. La Belgique, l'État belge a été condamné par un juge belge pour son inaction climatique. Malgré ça, et la Ligue des droits humains est associée à cette procédure, malgré ça, on a fait appel contre ce jugement. Pourquoi? Parce que le juge n'a pas été au bout du raisonnement. Il n'a pas osé aller aussi loin que ce qu'on lui a demandé. Il a refusé de faire une injonction à l'État belge d'agir au nom de la séparation des pouvoirs. Alors, à la FIDH, on est évidemment très à cheval sur cette séparation des pouvoirs, mais je pense que là, le juge se trompe. Il aurait pu faire injonction à l'État belge de prendre des mesures par rapport au climat et à la préservation du climat. Et alors, vous parlez en une phrase, et c'est vraiment là que je termine, en une phrase, sur une action dans le cadre aussi de cette multiplication d'actions, de cette campagne See You in Court, où la Ligue belge, avec d'autres organisations, va introduire une action au printemps. C'est beaucoup de travail, il y a un travail de préparation où un fermier va attaquer en justice au civil, au niveau de la responsabilité civile et des atteintes aux droits humains, article 2, droit à la vie de famille, article 8, et à l'environnement sain, une multinationale et la Ligue des droits humains, la FIDH, FIAN, qui est le représentant du monde agricole, et Greenpeace vont faire intervention volontaire dans cette action initiée par ce fermier. Hein, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath, et on va venir renforcer son action par le principe, les juristes, les avocats dans la salle comprennent, d'intervention volontaire au printemps 2023. Et il faut, et c'est vraiment ça le rôle aussi de la fédération, de notre fédération, que ces actions See You in Court, où on va lancer maintenant une vidéo de See You in Court, eh bien, va faire des petits, va se multiplier et se transformer en guérilla judiciaire pour notre environnement. Voilà, vous pouvez lancer la vidéo See You in Court, s'il vous plaît. Merci. It's here, in this courtroom, that you'll have to answer for your disregard for human rights and the environment. It's here that those who were devastated by your actions will demand accountability. It's here, at this stand, that you'll be summoned to explain your harmful, polluting activities and the pressure you put on governments to conduct business at any cost. It's here that your lawyer will try to find the words to justify the unjustifiable. It's at this microphone that an expert will coolly describe the repercussions of your actions. It's from this bench that a member of the audience will rise to cry out in anger. And it's in this dock that you will await the verdict.
Merci beaucoup Alexis, merci à tous nos invités. Nous avons essayé de vous faire partager cette conviction commune qui est la nôtre que la crise du changement climatique est une crise des droits humains, comme le disait David Boyd. Je crois que les quelques images que vous venez de voir parlent d'elles-mêmes. Nous avons la chance en Amérique latine, qui a été pionnière, il faut le rappeler, au sein de l'Union européenne, d'avoir des états de droit et des dispositifs légaux qui se mettent en place, qui sont encore pour certains à leurs toutes premières années de fonctionnement, mais qui nous permettent de mettre la pression sur les gouvernements. C'est quelque chose que fait également la ville de Paris en étant partie à certaines de ses actions en justice. Je pense à l'affaire de Grande-Synthe qui a été jugée par le Conseil d'État et dans laquelle le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État pour inaction climatique. Je pense également à notre affaire à tous, où on retrouve nos amis de Total Energy, contre qui une coalition de collectivités locales et d'ONG ont engagé une action en justice pour imposer à Total Energy le respect de son devoir de vigilance et donc un changement radical de ces méthodes, notamment d'exploration. Et on pense évidemment à la situation en Ouganda. On pense aussi, et j'ai une pensée pour Paul qui ouvrait ce panel, à ce qui s'est passé en Birmanie, où là également, les droits humains et les droits de l'environnement ont été violés de concert. Je voudrais terminer, avant de donner la parole à la salle et de permettre à des questions au panel, par une mention tout à fait spéciale pour ces pays comme la Birmanie et tant d'autres où il n'existe pas encore de recours devant les cours parce que ce ne sont pas des États de droit. Il y en a un tout particulièrement qui va accueillir la COP27 dans une semaine, c'est l'Égypte, où il y a 60 000 prisonniers politiques derrière les barreaux qui n'ont pas eu droit à un procès équitable. La ville de Paris est solidaire de ces 60 000 prisonniers politiques et notamment de celui qui est un de ses citoyens d'honneur. Je pense à Alaa Abdel Fattah, qui est actuellement en grève de la faim et dont les jours sont en danger. Je voulais saisir cette occasion pour lui rendre un hommage collectif et lui dire qu'il représente l'ensemble des militants pour l'environnement et pour les droits humains. Nous avons maintenant, je crois, des questions dans la salle. Je ne sais pas si vous avez un micro ou sinon le nôtre a un fil. Parfait. À vous, monsieur. Thank you. My name is Babar, and I represent the Human Rights Commission of Pakistan, a member organization of the FIDH. I would first like to compliment the distinguished panelists and you. You very succinctly summed up as to the environmental disaster and its impact on the human rights. We all in this hall, everyone believes in the universality of human rights. But as David Boyle pointed out also, that it also imposes obligations on the human community. There are some obligations. We have seen that the environmental disaster has been caused by emissions, and these emissions have mostly been from the Western developed countries, and the price is being paid by the underdeveloped countries of Asia and elsewhere. And if we have to talk of the universality of human rights, we will also have to talk about the universality of obligations. So I think one important point is that this obligation should be recognized, that the obligation also lies on the advanced industrial countries. And just as we saw in this a clip a short while ago, that a voice will be raised for the accountability of those. There was a session in the morning, and that was about the poverty. Now, poverty, environmental degradation, and human rights are interlinked. And when we talk of the poverty and human rights, we have also to talk about the corporate culture, which he pointed out. We also have to talk about the corporate capture of the state. And when we talk of the corporate capture of the state, we can't divorce it from the labor rights. And the voice of the labor should also be heard. It is now
almost a century when the ILO was set up, and also a century of the FIDH. I think now probably time has come that the labor laws are rewritten by the ILO. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your remarks. As we've seen in recent months, Pakistan has been at the forefront of the climate crisis, and I think that, as you said, much of what will be discussed in a few days at COP27 will be about the responsibility of the developed countries in just coming up with the money they promised almost 10 years ago already, and that hasn't been delivered yet. Maybe some of my colleagues would like to answer. Yes, Giovanni. Hola, ¿sí funciona? Bueno, a propósito de esta intervención, quisiera también comentar algo de la experiencia colombiana, de el trabajo que hemos desarrollado desde hace 15 años de acompañamiento a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos del norte del país, el departamento de La Guajira, donde se desarrolla desde hace más de 40 años el proyecto extractivo del Cerrejón, que es la mina a cielo abierto más grande de América Latina y está entre las 7 más grandes del mundo. Hacías mención, Alexis, a este proceso, y es justamente aquí se evidencia que existen ciertas zonas de sacrificio a nivel mundial, países o lugares en donde se degradan todos los derechos, derechos ambientales, derechos culturales, a raíz de la implementación de estas industrias extractivas. A propósito de la campaña See You in Court, nos vemos en la corte, tuvimos la oportunidad de trabajar una solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en este trabajo que hacemos en el departamento de La Guajira para evitar que se desviara un arroyo en este departamento. Y volvemos a nuestra reflexión inicial. Los arroyos no son solamente fuente de agua, sino que además estamos hablando de que tienen varios ecosistemas y que además existe una relación muy fuerte entre las comunidades y estas fuentes hídricas. De allí que esta campaña y este trabajo nos permitió desarrollar una serie de reflexiones, quisiera compartirlas muy brevemente. La primera es la necesidad de desarrollar un diálogo intercultural. El ejemplo de Ivonne me sirve para esto, y es: existen pueblos para los cuales una piedra no es solamente una piedra, y explicar eso ante los tribunales es muy difícil. Entonces sí que tenemos que hacer una labor común para que los tribunales reconozcan que existen otras cosmovisiones, otros paradigmas, y que son tan válidos de protección como el paradigma occidental. Una segunda reflexión, también mencionada en su intervención, es el tema de la captura corporativa del Estado. Estamos hablando de luchas, decía Alexis, David contra Goliat. Y en esa asimetría tan grande, el Estado normalmente juega un papel en el que no interviene para reducir los desequilibrios, sino para aumentarlos, ya sea por acción o por omisión. Y consideramos que es importante visibilizar esas obligaciones que tiene el Estado y cómo juegan las corporaciones frente a esa captura corporativa. Son finalmente las corporaciones quienes terminan tomando las decisiones, y esto por supuesto es una lesión además a la democracia. Un tercer elemento, el rol de la academia y los llamados tanques de pensamiento, y es así como existen escenarios académicos favorables a la protección de los derechos de la naturaleza, el territorio, también existen visiones que legitiman la explotación, que legitiman las industrias extractivas y los daños que contra ellas se producen, justifican
las agresiones ambientales. Finalmente, es importante hablar de los retos que hoy tenemos para hablar de estos temas en el marco de, por ejemplo, la guerra contra Ucrania. Cuando habíamos llegado a un punto en que en países como Alemania estaba muy fuerte el trabajo frente a la descarbonización, aumenta en este momento la demanda de combustibles fósiles y nuevamente volvemos al tema de zonas de sacrificio. Mientras para suplir las necesidades que existen en el norte, los sacrificados son los pueblos y las comunidades de nuestros países. Importante que podamos tener un diálogo sobre ello y para ello pues este tipo de foros son ideales. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nous avions une autre question, monsieur, au deuxième rang, et ensuite au fond. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Nieto y soy vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Tengo dos preguntas, una referida a los derechos de la naturaleza y otra referida a la transición justa. La referida a los derechos de la naturaleza. Creo que después de las intervenciones que ha habido, reafirman una tendencia hacia ir de los derechos humanos a los derechos de la naturaleza de una manera integrada, de una manera fusionada. El reconocimiento de la Asamblea General del derecho humano a un medio ambiente saludable ha sido un avance extraordinario, pero a la vez creo que puede ser el puente de la transición hacia esa nueva generación de derechos de la naturaleza. Y creo que para nuestra Federación Internacional es un desafío importante a estudiarlo, entonces me gustaría saber qué se piensa. Y la segunda es sobre la transición justa. El colega de Pakistán lo ha planteado claramente. Todas las transformaciones que estamos viviendo y las transiciones que vamos a vivir plantean un desafío enorme sobre qué va a pasar con la fuerza de trabajo. No es lo único, no es el único desafío, pero no es un desafío menor. Y el Convenio de París, afortunadamente, adoptó la idea de la transición justa de la fuerza de trabajo para que el trabajo que se va a ver afectado por toda la transición no se pierda y sea sustituido por un trabajo decente. El éxito o el fracaso de la transición justa, no solo en el ámbito laboral, sino en otros ámbitos sociales, será el éxito o el fracaso de este proceso de transición en el que estamos viviendo. Por eso la transición justa no es que sea un derecho en sí, pero sí es el instrumento más importante para que toda la transición energética, ecológica e incluso digital se puede hacer salvaguardando los derechos humanos. Es mi punto y querría saber si lo comparten. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, por las preguntas. Pero también quería referirme a la pregunta del compañero de Pakistán. Quienes promovemos los derechos de la naturaleza consideramos que también hay una jurisdicción universal de los derechos de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, aquí en Francia, aun cuando no se han reconocido los derechos de la naturaleza, existe por esta jurisdicción universal, en teoría deberían tener la obligación también de respetarlos. Quería también referirme un poco a lo que dijo Alexis con respecto al tratado vinculante de empresas y derechos humanos y quisiera aprovechar para denunciar el papel vergonzoso que ha tenido el gobierno del Ecuador en estos días en Ginebra, porque está, como diríamos en Ecuador, bajándose toda posibilidad de participación de la sociedad civil,
dando la vuelta a los años de negociaciones a los que se ha llegado a tener un tercer borrador y prácticamente está presentando un documento que no tiene nada que ver y que no se ha negociado. Entonces sí quisiera hacer esta denuncia pública del papel del gobierno del Ecuador en Ginebra durante estos días. También quería hablar del tema de lo que decían, ¿no? También del compañero de Pakistán, de la captura corporativa. La captura corporativa de los estados, pero también de los escenarios internacionales. Por ejemplo, las reuniones de la Convención Marco de las partes de cambio climático, de las partes de la Convención, las COPs, están absolutamente cooptadas por las empresas transnacionales. Es más, esas COPs, esas cumbres dejaron de ser sobre clima desde hace muchos años. Realmente son cumbres de negocios y de libre comercio del carbono. Y todo eso es porque las empresas transnacionales y los estados que se dejan están absolutamente cooptando las negociaciones sobre el clima que dejó de ser de clima. Entonces, efectivamente las empresas, y eso tiene que ver con el tratado vinculante que mencionamos hace un rato, pero también tiene que ver con las obligaciones que tienen las empresas, como por ejemplo el de la debida diligencia, ¿cómo se dice en francés? Le droit de vigilance, no sé, devoir de vigilance. Yo creo que si queremos dar pasos interesantes y novedosos, las empresas también deberían presentar su debida diligencia no solo con respecto a los derechos humanos, sino también con respecto a los derechos de la naturaleza, ¿no? Creo que valdría la pena como meter. Y quizás para yo terminar, digamos, con esto, me parece que un paso importantísimo de la Federación Internacional de Derechos Humanos es que por lo pronto ya se va a cambiar de nombre. Ya no va a ser solo Federación Internacional de Derechos del Hombre, sino de Derechos Humanos. Y sería muy bueno que de aquí en unos próximos congresos se añada una N al final, derecho de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Trois réponses brèves aux questions qui ont été posées. D'abord sur les entreprises. Je pense qu'effectivement, on a une responsabilité accrue dans le nord, l'hémisphère nord ou à l'ouest, parce que ce sont quand même principalement nos entreprises, nos multinationales, qui viennent polluer, exploiter d'autres régions du monde, des régions plus pauvres au niveau du niveau de vie et parfois plus riches au niveau des sous-sols. Et donc peut-être souvent comme défenseur des droits humains dans le nord ou à l'ouest, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on a une responsabilité aussi accrue de demander des comptes à ces entreprises-là parce qu'elles ont souvent leur siège social en Europe, en France, et c'est ce qu'on essaye de faire à la FIDH où, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais tout le cadre normatif qui se prépare et qui demande le respect à la fois des droits humains et de l'environnement. À la FIDH, on veut aller plus loin et on travaille en ce sens-là pour qu'on intègre aussi, et je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais le respect du droit international humanitaire où on a quand même de plus en plus de zones dans le monde qui sont des zones de conflit et où les multinationales continuent à être en activité. Et il faut inclure dans ce cadre législatif la sensibilité au conflit parce qu'il y aura à ce moment-là une responsabilité accrue de la société, de la multinationale, vu la situation dans son pays. On peut parler, et Shawan pourra en parler mieux que moi, des entreprises qui continuent à faire du business dans les colonies, illégales en droit international, mais on peut aussi parler du cimentier français qui a continué son exploitation de sa cimenterie dans le nord de la Syrie pendant le conflit en finançant le groupe terroriste État islamique pour pouvoir continuer à agir et qui doit rendre des comptes par rapport à ça. On peut parler, le Center for Civil Liberties qu'on a entendu ce matin, prix Nobel de la paix, il y a quand même une entreprise, beaucoup d'entreprises ont quitté la Russie, il y en a une qui est restée, qui a continué à fournir en carburant l'armée russe, c'est Total Energies. De nouveau, ça commence quand même à faire beaucoup. Et là, il y a une responsabilité au niveau du droit international humanitaire qu'il faut inclure dans cette responsabilité des multinationales pour toutes ces zones de conflit dans le monde. Deuxième point pour votre question sur le droit de la nature. Je crois qu'effectivement, on doit toujours garder à l'esprit
la base au niveau des droits humains, c'est qu'il y a les droits humains de la première génération, les droits civils et politiques, et puis il y a les droits humains de la deuxième génération, c'est les droits économiques, sociaux et culturels, on oublie souvent le culturel, et puis les droits humains de la troisième génération qui sont le droit à un environnement sain et tout ce que ça implique. Et on parlait, et c'est un peu le thème aussi du forum, c'est de l'universalité des droits humains. Eh bien, les droits de la troisième génération qui émergent maintenant parce que l'urgence est là, font pleinement partie de ce corpus de droits humains que nous devons défendre. Et vous avez tout à fait raison, troisième élément que j'avais annoncé, sur la transition juste. Je pense que la lutte contre le réchauffement climatique, toute cette urgence climatique et toutes les mesures qui vont être prises et qui doivent être prises ne peuvent pas se faire contre une partie de la population, à savoir la population la plus précaire ou les travailleurs pauvres qui pourraient être visés par ces mesures. Parce qu'on ne pourra pas arriver à une justice climatique sans justice sociale. Parce que toute la société dans son ensemble devra œuvrer et on devra veiller, et Olivier Descuteur ce matin en parlait dans son rôle de rapporteur spécial lutte contre la pauvreté, eh bien c'est que les efforts qu'on va demander, ce sera toujours plus facile aux personnes riches ou aisées d'effectuer ces efforts qu'on ne peut pas demander de la même manière aux populations les plus pauvres qui sont déjà victimes d'une atteinte à leurs droits économiques et sociaux. Et donc il faut que cette transition, elle soit juste effectivement en tenant compte de cette justice sociale qu'on ne peut pas dissocier de la justice climatique. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde et de ce forum. Au nom de la ville de Paris, je voulais remercier la Fédération internationale des droits de l'homme d'avoir tenu cette journée ici, d'avoir ouvert hier ce centenaire ici dans l'hôtel de ville de Paris. C'est la maison des citoyens de Paris, c'est aussi la vôtre, des citoyens et des citoyennes, et nous serons toujours heureux de vous y accueillir. Nous espérons vous voir peut-être pas pour le deuxième centenaire, comme le disait hier l'un des intervenants, mais très rapidement pour poursuivre ensemble ces combats. Merci beaucoup, à bientôt.